que tous ceux qui étaient présents à ce meeting puissent le jour J aller au vote, voter, choisir leur candidat, permettre justement au MRC d'avoir donc une assise véritablement politique en ayant au sein des, si vous voulez, des institutions politiques délibérantes et des élus et des maires et des députés, pourquoi pas des sénateurs. On parle d'une grosse mobilisation, nous les avons en images là, maintenant, grâce au concours de la réalisation. Vous parliez tantôt d'une mobilisation qui doit se transformer en mobilisation politique. En clair, une manière de dire que c'est ceux qui sont mobilisés du côté de Paris doivent effectivement être inscrits sur les listes électorales et pouvoir voter le moment venu. L'image là, il y a du beau monde de ce côté-là. Est-ce que c'est pour des raisons administratives aussi, d'autorisation, de manifestation publique, que le MRC préfère aller lancer son meeting du côté de Paris quand on sait que sur place au Cameroun, c'est pas la chose la plus évidente? Oui, il n'est pas de souligner de manière formelle que la mise en œuvre de l'exercice des libertés, surtout collectives, au Cameroun, ça il ne faut pas le nier, souffre de beaucoup de complications. Parce qu'on se rend bien compte que les partis politiques, surtout de l'opposition, ont des difficultés à mettre en œuvre ces libertés collectives. Ben maintenant, moi je pense que l'autre analyse qui puisse être faite en dehors du cas que je venais de souligner avec emphase, c'est simplement que ce qui est en train de se passer rentre en conformité avec l'article 3 de notre Constitution. Les partis et formations politiques concourent à l'expression du suffrage dans le respect des principes démocratiques, de la souveraineté et de l'unité nationale, et leurs activités doivent être conformes à la loi. Alors, quand je cite dans cette disposition pertinente de la Constitution, elle me renvoie tout droit aux missions d'une formation politique ou d'un parti politique, c'est-à-dire la mission gouvernementale, c'est tous les partis politiques qui aspirent à gouverner. Premier point. Deuxième point, la fonction de construction des votes, c'est-à-dire que chaque parti en son sein doit tout faire pour trouver des élus, trouver partie à toutes les compétitions qui sont organisées en matière d'électorat. Et la troisième fonction, c'est la fonction de sensibilisation et de mobilisation. Et je pense que c'est justement dans ce cadre que s'inscrit ce meeting, qui est une campagne de mobilisation et de sensibilisation. Maintenant, il ne faut pas se limiter à une mobilisation populaire. Il faudrait que la mobilisation populaire se transforme en mobilisation politique. Parce que quand je parle de mobilisation politique ici, je dis que tous ceux qui étaient présents à ce meeting puissent le jour J aller au vote, voter, choisir leur candidat, permettre justement au MRC d'avoir donc une assise véritablement politique. Comme le RDPC, ici notamment certains articles sur lesquels il s'appuie pour contester la légitimité, si on peut le dire ainsi, du président. Est-ce qu'il y a une barrière entre ces contestations et les réalités au niveau des textes? Monsieur Boubangomla, il y a lieu de répondre à une première question pour être fixé sur le cap de l'analyse que nous allons mener. Est-ce que Léon Teller-Onana est un militant du RDPC? Je dis oui, au regard de l'article 5 du statut, parce qu'il faut préciser que les textes de base du RDPC sont structurés autour de deux pans. Il y a la partie réservée au statut du parti et la partie réservée au règlement intérieur. Maintenant, il répond déjà aux critères posés par l'article 5 du statut du RDPC. Maintenant, ce qu'il faut relever, c'est que il est clairement indiqué au niveau de l'article 18, alinéa 1, qui fixe les fonctions du, si vous voulez, du bureau, des instances dirigeantes du parti. Parce qu'il y en a trois. Il y a le congrès, le comité central et bien entendu le bureau politique. Alors, l'article qui va nous intéresser ici, c'est l'article 18, alinéa 2. Il est clairement indiqué que le congrès se tient tous les 5 ans. Se tient tous les 5 ans. Toutefois, en cas de nécessité, cette période peut être abrégée ou prorogée par le bureau politique. Le législateur, j'allais dire,
les membres du parti eux-mêmes, ils ont arrêté d'utiliser ici. Cela renvoie à une tenue d'obligatoriété de ce congrès tous les 5 ans. Je prends un exemple. Le président Paul Biya je fais là une interprétation systémique, peut-être pas théologique, mais en termes justement de l'article 18 alinéa 2, cela veut dire qu'étant élu en 2018, normalement si on respecte cet article, il devait bénéficier d'une légitimité au sein de son parti en 2023. C'est-à-dire que 5 ans plus tard. Donc, si nous restons donc strictement dans l'interprétation rigoureuse des tests de ce parti, en réalité, il y a désormais, et ça je donne raison à Léon Tolonala, en réalité, il y a ici là un problème qui se pose, celui donc de la légitimité du président de ce parti. Parce que il faut noter une chose, quand on devient président de la République, il y a 2 sources de légitimité. La légitimité partisane et la légitimité républicaine. Partisan veut dire qu'à l'intérieur de votre parti, il faudrait que vous soyez choisi, légitimé. Et comme c'est le cas dans le RDPC, on dit bien le président de la République, enfin le président est le candidat naturel du parti. Maintenant, si nous restons donc dans cette interprétation, M. Bouba Ngomla, je voudrais vous rappeler que en août 2024, Léon Tela-Wenana a formellement saisi le président de la République d'une requête lui informant de la nécessité de tenir un congrès. Et en octobre, j'allais dire en novembre 2024, donc c'est-à-dire que 2 mois plus tard, il a ressaisi le président de la République et il a reçu une fin de non-recevoir. Il a eu une réponse silencieuse. C'est ce qu'on appelle le rejet implicite. Et il ne s'est pas arrêté là, il a saisi le secrétaire général du RDPC, Jean Côté, qui lui a davantage accordé une fin de non-recevoir. Donc, M. Bouba Ngomla, je redis une chose, sur le plan légal, si on s'appuie sur les dispositions pertinentes des tests de base du RDPC, il y a un problème de légalité et un problème de légitimité de toutes ces instances dirigeantes qui proviennent de l'article 17 des statuts du parti. Donc, pour ma part, Léon Tela-Wenana, moi je pense que, vous voyez, aujourd'hui, il est jeté à la vindue populaire. Or, c'est un citoyen camerounais, c'est un militant convaincu qui a eu la jugeote d'anticiper en appelant leurs dirigeants en leur disant que, écoutez, il y a une question de l'illégalité de notre parti qui se pose, qu'il faille rapidement régler, sinon nous aurons des difficultés. Et je ne voudrais pas être ici, je suis par là, à la place du Conseil constitutionnel, parce que le Conseil constitutionnel aura donc l'occasion, devant cette patate chaude, à nous dire véritablement si cette candidature du président de la République sera davantage restreinte dans la légalité. Le comité central, il y a le bureau politique, il aurait pu également apporter cette affaire. Pourquoi aller en justice? Oui. C'est vrai que, comme vous le dites, pour le praticien du droit, la question est intéressante. Je dis c'est pour le praticien du droit. Parce que moi, évidemment, ce qui se passe dans la maison du RDPC, ça ne m'intéresse pas trop. Vous savez, les partis politiques sont des personnes morales de droit privé. Ça veut dire les contestations relevant de la désignation du président national ou de ceci ou de cela. En cas de contestation, l'affaire est dévolue au juge de droit commun. Donc, et quand on saisit un juge, il y a trois conditions essentielles. On parle de la capacité. Bon, la qualité. Pour Tellier, je crois qu'il a 21 ans, ça ne pose aucun problème. Et prima facie, il n'est pas fou. Et dernièrement, à Yaoundé, j'ai croisé dans les couloirs son avocat et il m'a semblé être quelqu'un d'absolument compétent. Non, de très compétent. Alors, maintenant, il y a la qualité et l'intérêt. Est-ce que Tellier est militant du RDPC? Oui. Le dernier congrès a eu lieu en 2011. Oui. Et lors de ce congrès, on a eu à élire des membres du comité central et du bureau politique. Et le président national du RDPC a eu à nommer un certain nombre de personnes
au comité central et au bureau politique, ainsi que la loi le lui permet. Où voulez-vous en Mais venir? sauf que le mandat, que ça soit nommé ou électif, c'est pour une durée de 5 ans. Et le bureau politique, donc, a cette faculté, a ce pouvoir de proroger les mandats. En 2016, le bureau politique a prorogé Les mandats. les mandats. Il s'ensuit donc que cette prorogation qui a pris effet en 2016 a pris fin en 2021. De facto donc, d'un point de vue strictement juridique, leur mandat est caduc. Il s'ensuit que dès lors que vous avez la carte de membre du RDPC, que vous soyez cadre ou vous soyez simple militant, vous avez le droit de saisir un juge de droit commun. Et la démarche de Tellier a été donc de saisir le juge de l'urgence et du provisoire pour qu'on nomme un administrateur ad hoc. Nous avons dit que le RDPC c'est une personne de droit privé. Autant lorsque vous êtes actionnaire d'une société, même si vous êtes actionnaire à 0,05%, lorsque le mandat des dirigeants a expiré ou lorsqu'il y a péril en la demeure, vous cessez le juge de référé pour qu'on nomme un administrateur ad hoc. La démarche de Tellier est, à mon avis, fondée. Et il se pose donc un problème de légitimité. Aujourd'hui, donc, n'importe qui pourra donc déposer sa candidature au nom du RDPC si on convoque le corps électoral. Est-ce que la durée du mandat du président national du RDPC est définie dans les textes du RDPC? 5 ans. Non. Apparemment, Nulle c'est part. non. Nulle part. Apparemment, c'est non. Nulle part. Donc, de quoi C'est là où je vais en venir. Non, attendez. Professeur, C'est là où je vais en venir. si le mandat, si la durée du mandat n'est pas définie. Monsieur Mott. Et tout à l'heure, nous avons dit qu'un parti politique est une personne de droit privé qui accomplit parlons de statut que vous ne connaissez pas. Maintenant, au-delà des textes, donc du RDPC, il y a au-dessus du texte du RDPC la loi sur les partis politiques qui impose que les partis politiques doivent fonctionner selon les principes démocratiques. Ainsi donc, un parti politique qui ferait un mandat indéfini, cette disposition, s'il vous plaît. Cette disposition sera considérée par le juge comme étant non écrite. D'accord. C'est pour ça qu'on dit... Non, c'est pas un débat entre vous deux. Je vous en prie. De personnes Je vous en prie. je suis d'accord avec Bandakani. vous. Mais la question qui se pose, est-ce qu'il s'agit de renouveler le mandat des membres du comité central ou de renouveler le mandat du président? Alors, la loi de 90, je vais demander au professeur Luiseau et Somba de nous éclairer. La loi de 90 sur les partis politiques dit qu'ils doivent fonctionner de façon démocratique. Dès lors que vous allez insérer une disposition en disant que le mandat là n'a pas de limitation, le juge sera obligé de considérer ça comme étant non écrit. Alors, le président de la République, quel que soit le parti où il vient, bénéficie d'une double légalité. J'allais dire d'abord d'une double légitimité. Il y a une légitimité partisane. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de son parti, un peu comme on le voit, quand vous prenez l'article 4 du statut du RDPC, au niveau de sa devise, on dit unité, progrès, démocratie. C'est-à-dire que quand on évoque les principes démocratiques, il y a déjà l'élément de l'élection. Alors, prenez simplement l'article 19 du statut. Cet article dit le Congrès élit le président national du parti. Voici ça clairement posé. Ça veut donc dire que pour que le président de la République soit donc bénéficie donc de cette double légitimité, il doit d'abord avoir la légitimité à l'interne de son parti politique. Et pour cela, il doit être élu par le Congrès. C'est clairement posé. Ça veut donc dire que c'est le Congrès qui choisit. Et là, tout à fait d'accord tout à l'heure, ça même lorsqu'il dit le Congrès de 2011 qui s'est tenu, on a vu René Zenguele a mis sa candidature. Bien entendu, il a eu sa seule voix. C'est déjà un élément important. Cela démontre qu'il y a une dynamique démocratique à l'intérieur du parti. Alors quand cela n'est pas fait, on se rend bien compte que l'article 19 du statut du RDPC est piétiné. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un congrès qui a... Non, vous laissez faire l'analyse. C'est son analyse, s'il vous plaît. Non, c'est son argumentaire, je vous en prie. Poursuivez, professeur. Monsieur Bouba, vous dites que l'article a été piétiné. L'article est piétiné parce que
Et j'ai fait la démonstration, ça dit je suis sorti des logiques juridiques pour entrer dans une explication claire pour que nos téléspectateurs comprennent. Si on applique les tests de base, c'est-à-dire le statut du RDPC, le président de la République ayant été élu en 2018, si nous restons dans la logique des 5 ans, c'est-à-dire sans nécessité de prorogation, cela veut dire qu'en 2023, si on applique 5 ans, on devait organiser un congrès qui devait davantage le légitimer. C'est le principe de l'article 19. Donc, si j'interprète de manière la plus froide cet article, on se rend bien compte que on en a donc posé un problème de fond. C'est celui du respect de l'article 19 du statut du RDPC. Et donc il n'y a pas eu provocation. Donc, bien sûr, ça veut dire que quand il évoque, je dis, on se met en dehors de l'idée de prorogation. Quand on veut rester strictement dans l'analyse de l'article 19, on se rend bien évidemment que le président de la République le devient parce que d'abord, il a une assise politique partisane avant de bénéficier d'une assise politique légale ou républicaine. Et quand on interprète dans cet article 19, Léon Tellin, on en a raison. Parce qu'il dit, j'ai suscité, ça même on t'a démontré qu'il ne peut pas le saisir. Non. Si déjà un citoyen peut saisir le président, à plus fort le Non, on parle du président national. On parle du président national du parti. Il est militant de ce parti. C'est 2 tiers. 2 tiers de membres. Là, ce sont les logiques qui restent cantonnées dans le test. Mais je vous dis que de manière donc informelle, il a saisi le chef de l'État, qui est le président national du parti. Je l'ai démontré dans les 2 saisines. Et il a reçu des réponses implicites négatives. Il a donc actionné maintenant la voie judiciaire. Et comme l'a ainsi bien expliqué, chef, les partis politiques sont des associations privées. Lorsque vous avez achevé toutes les voies de recours interne, vous avez donc la possibilité de vous ouvrir sur le juge de droit commun. Et c'est ce qu'il a suivi. Alors, c'est ça, Djamène. Alors, jusqu'aujourd'hui, nous disons, nous avons boycotté les élections de 2020, nous l'assumons et nous en sommes fiers. Et lorsque notre président national s'est tenu devant les journalistes, il a dit, nous sommes conscients qu'en boycottant, dans les conditions actuelles, nous n'irons pas aux élections. À l'époque, N'Djamène était encore notre militant. La loi n'a pas changé, non? La loi n'a pas changé, c'est là où je veux que les Camerounais comprennent. À cet instant, vu que nous avions boycotté, nous n'étions pas représentés. Mais avec le temps, des élus d'autres partis politiques, en voyant que le boycott nous a plutôt renforcé notre assise populaire, sont venus nous rejoindre. À partir du moment où ils nous ont rejoints, nous... vous savez... Laissez-le, c'est son argumentaire. Monsieur N'Djamène, j'ai ici c'est son argumentaire. Un article du Juridis Periodis, un article scientifique rédigé par les professeurs Kampe et Mwange Kobila. Ça fourmille de beaucoup d'exemples. Quand vous le lirez, vous verrez qu'il y parle de Emma Beto, des députés de l'UNDP qui sont passés à l'ANDP, de vos anciens camarades du SDF qui sont partis dans les RDPC. Terminez sur la question, ne répondez pas. Terminez sur... consacré, s'il vous plaît. Par le bureau de l'Assemblée. Si vous passez le temps à répondre aux invités, vous n'avez vraiment pas répondu à ma question. Monsieur N'Djamène, nous avons boycotté et aujourd'hui, des élus d'autres partis politiques ont admiré le travail que nous avons fait. Ils nous ont rejoints. Ce qui est amoral, par contre, monsieur Bandakani, vous voyez un parti politique qui s'en va aux élections, qui n'obtient aucun siège, mais par la vertu du président de la République, ils deviennent représentés au Sénat. C'est la loi? Oui. C'est la loi? Oui, c'est une loi profondément amorale. Ah non. Vous auriez dû dire que tel parti politique est allé aux élections, n'aille aucun siège, mais par la volonté d'un homme, c'est-à-dire de M. Biya, il siège au Sénat. Alors, l'UPC et le MDR. Je vais le répondre. Une grosse mobilisation, nous les avons en images là, maintenant, grâce au concours de la réalisation. Vous parliez tantôt d'une mobilisation qui doit se transformer en mobilisation politique. En clair, une manière de dire que ceux qui sont mobilisés du côté de Paris doivent effectivement être inscrits sur les listes électorales et pouvoir voter le moment venu. Alors, Célestin N'Djamène, comment doit-on comprendre qu'une élection se tienne au Cameroun
et qu'on aille plutôt du côté de l'Hexagone. Et quand on sait sur Elecam et au niveau des inscriptions des personnes inscrites sur les listes électorales, on n'a pas grand nombre d'électeurs du côté de la France ou bien de l'Europe précisément. Bon, cher Bouba, avant de répondre à cette question, permettez-moi de rendre un dernier hommage à mon ami Patrick Sapac. Je suis rentré de Berthois ce matin, j'étais à ses obsèques dans son village à Kanda, à 20 km de Berthois. Donc je voudrais profiter de cette émission pour dire à sa famille et à son épouse Josiane toute l'estime que j'ai pour elle et également à ses enfants que j'ai rencontrés hier à Berthois lors des obsèques. Et puis voilà, une fois que c'est dit, je vais répondre à votre question. Alors, vous savez que en général, il y a deux types d'hommes politiques. Il y a des hommes politiques idéalistes et d'autres qui sont pragmatiques. Le réalisme politique exige que l'homme politique regarde d'abord la finalité de ses actions. L'élection présidentielle se passera au Cameroun. 99% des électeurs inscrits se trouvent au Cameroun. Et les CAM aujourd'hui avaient proclamé un chiffre de 7 848 000 inscrits. Donc même pas 8 millions. Même pas 8 millions. Donc 7 848 000 inscrits au Cameroun. Sur les 7 848 000 inscrits, il faut enlever 26 713 inscrits à l'étranger. Je n'ai pas dit en France, à l'étranger. Ça veut dire que sur les 5 continents, si on fait le calcul à division par 5, chaque continent aurait donc 5 000 inscrits. Maintenant, en Europe, puisqu'on parle de la France, il y a effectivement les principaux pays où résident les Camerounais. Il y a la France, on va dire l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie et éventuellement la Suisse. Et l'Espagne aussi. Admettons que la France aujourd'hui compte environ 110 000 Camerounais. Je connais les chiffres, j'ai été président du Conseil camerounais à la diaspora pendant au moins 5 ans. Donc je suis ce chiffre assez régulièrement. Donc sur les 5 000 Camerounais d'Europe inscrits, n'est-ce pas, selon les chiffres de l'ECAM, eh bien attribuons, on va dire, 1000, voire même 2000 inscrits à la France. 2000 inscrits. Ça veut dire que les gens qui étaient au meeting, hier, sont à 98% des personnes qui ne sont pas inscrites dans les consulats et les ambassades. Pour raison qu'on peut expliquer par ailleurs, c'est-à-dire qu'il faut, pour s'inscrire en France, par exemple, détenir une carte consulaire et une CNI. Une CNI. Il est évident que M. André Magnus Nkoumou, qui est ambassadeur du Cameroun en France, qui est de sensibilité quand même évidemment proche du pouvoir, va davantage se précipiter à inscrire les gens qui ont une obédience à RDPC. Donc il y a très peu d'inscrits en France. En France, très peu. Moins de 2000. Donnons-leur 2000. Alors quand un homme politique veut, s'il est validé comme candidat, officiellement par le Conseil constitutionnel, s'il veut être candidat et faire sa campagne, je pense que la priorité devrait être donnée aux électeurs camerounais du Cameroun. Je suis bien conscient que dans la diaspora, les gens sont électeurs, mais il faut aussi être un peu raisonnable et stratège. Il y a très peu d'inscrits, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, à l'étranger, en particulier en France. Alors d'où vient-il que M. Kanto, de manière assez récurrente, adore faire ses meetings en France? Il en a le droit, bien sûr. Mais en termes de calcul de suffrage, il est évident qu'il cherche davantage autre chose que de faire campagne. Alors est-ce que c'est un message qu'il veut transmettre à la France? Parce que moi je suis fier et jaloux de la souveraineté camerounaise. Jamais qu'il s'agisse de l'ONU, de la France, je ne pourrais accepter que ces gens viennent nous dire ce qu'on doit faire pour la conduite des affaires de notre pays. Or, le fait d'être en récurrence en France, notamment rassembler des foules qui ne servent strictement à rien, si ce n'est pour faire ce one-man show, ne servent sur le plan électoral et politique strictement à rien du tout. Donc, ce n'est pas pour mettre en cause le droit de vote des Camerounais de la diaspora. Moi, j'ai milité pour ça. C'est grâce à moi et à mes amis que les Camerounais aujourd'hui à l'étranger peuvent voter. Le droit de vote, en 2009, nous l'avons revendiqué. Le président Biya était face à moi à Paris-Dauphine. Il nous a promis 2 choses. Le droit de vote des Camerounais à la diaspora, en 2009, et ensuite la reconnaissance de la double nationalité. C'était devant moi. Et j'ai pris le micro
Pour le premier, c'est acquis. Bon, maintenant, sur le plan opérationnel, ça traîne des pas. Il n'y a pas suffisamment de Camerounais inscrits à l'extérieur. Donc, que M. Kanto s'acoquine de la France, en espérant que la France pourrait envoyer un message politique au gouvernement camerounais, ou qu'il compte sur les organisations internationales pour faire pression sur le gouvernement camerounais, ce qu'il n'a pas pu faire au Cameroun, il pense l'obtenir à l'extérieur. Moi, je dis, c'est navrant comme action politique. Donc, moi, je considère que c'est du tapage, c'est du spectacle. Ma campagne, si je suis candidat demain, je la ferai au Cameroun. Le fait d'exciter, de faire valoir les tracasseries administratives, les préfectures qui refusent des meetings, ça, ce n'est pas digne d'un homme politique. De faire la fuite en avant, aller à l'extérieur, faire des meetings, vous apporte quoi? Ça ne résoudra pas le problème au Cameroun. Donc moi, je continue à dire que le terrain d'élection, c'est le Cameroun, et c'est au Cameroun qu'on doit faire campagne, même si on ne néglige pas l'aspect extérieur, puisqu'il y a quand même les électeurs, mais en très petite quantité. La priorité devrait donc être donnée aux électeurs du Cameroun. Alors, Banakani, en début, Maître Tchèque Ali, qui est du MRC, nous a donné 3 raisons pour lesquelles le MRC a préféré procéder à ce lancement du côté de Paris. Il parle des raisons idéologiques. Il a parlé aussi des régions logistiques. Il termine par les questions de gratitude également envers les militants du MRC qui, d'une manière comme d'une autre, ont apporté une aide, une assistante permanente, bien sûr, au MRC pendant les moments difficiles. Est-ce que ces éléments évoqués par Maître Tchèque Ali peuvent tenir la route ou justifier les raisons pour lesquelles le MRC a préféré procéder au lancement de sa campagne du côté de Paris? Par respect pour Maître Tchèque, je vais laisser ses arguments pour lui. Je vais prendre les arguments de son chef. M. Kanto nous a dit hier que si on autorisait les métiers au Cameroun, il mobiliserait 20 fois ce qu'il a fait à Paris. Je préfère prendre l'argument du patron du parti que d'embêter mon frère qui me fait l'honneur d'être avec moi sur le plateau ce dimanche, que de l'embêter sur ses arguments. Ce qui suppose, et le docteur Essomba l'a dit tout à l'heure, avec l'autorité de l'observateur scientifique qu'il est universitaire, qu'il est difficile de faire des meetings au Cameroun. C'est vrai. Les préfets régulent l'ordre des meetings en interprétant la loi et en l'appliquant selon les humains. Ça n'a jamais empêché ceux qui veulent faire les meetings au Cameroun de les faire. Toute notre vie, on a fait des meetings, et quand on allait faire des meetings, on disait « Monsieur le préfet, fais ton travail, nous on fait pour nous ». On bagarrait. Souvent, on arrachait même les galons des policiers, on rentrait avec ça au siège, on gardait, etc. On bagarrait. Mais on faisait, comme on fait les meetings, on fait. Il y a eu des moments au Cameroun où les sous-préfets ne s'hasardaient même pas interdits parce que ils venaient négocier simplement les itinéraires, etc. Pourquoi? Parce que le peuple sortait. Les meetings sont faits, l'homme politique convoque des meetings, mais s'il n'y a pas les populations, vos meetings ne servent à rien. Donc en fait, les meetings sont le fait d'un peuple mobilisé, des populations mobilisées. Donc ce n'est pas le sous-préfet. Le sous-préfet ne peut pas interdire les meetings quand les populations veulent faire un meeting. Ça, c'est ce que je voulais dire. Mais maintenant, le docteur Essomba a raison de dire que le sous-préfet et les autorités administratives appliquent la loi en fonction de l'interprétation qu'ils font de la loi. Ça, c'est pour s'amuser un peu. Mais alors, allons dans le fond des choses maintenant. Je voulais rappeler que M. Kanto, quand il était au gouvernement, on interdisait les manifestations dans ce pays. Pendant les 7 années qu'il a passé au gouvernement, on interdisait les manifestations. Qu'est-ce qu'il disait? Est-il normal d'interdire les manifestations quand on est ministre et quand on devient opposant? Ça devient un crime contre l'humanité de les interdire. Ça pose le problème des rapports que M. Kanto a avec l'expression de la démocratie qu'est les manifestations. Que sont les manifestations publiques? Vous ne pouvez pas être au gouvernement, le gouvernement interdit les manifestations, réprime les manifestations. Je ne veux pas convoquer sur les événements de 2008. La répression a causé des morts. Quand tu étais au gouvernement, ça n'a pas dérangé. Donc, ce rapport extrêmement mesquin
quant à la valeur qu'on accorde aux manifestations, pose un problème. Donc, deuxièmement, je dis tous les aspects secondaires, hein, parce que je veux finir par le fond. Deuxièmement, c'est le meeting a lieu, de mon point de vue, pour faire diversion. Pourquoi? Le meeting se tient alors qu'on est dans un contexte politique où est mise sur la table la crédibilité du leadership de M. Kamto. Sa crédibilité. Au niveau de ses prises de position. Et la cohérence qu'il a à maintenir une cohérence entre une position et une autre position qui suit la première position, la deuxième, la troisième. Ce problème se pose. Il y a le problème de la consistance de ces options stratégiques. Boycott des élections, après on fait la cour aux élus provenants, élus dans le cadre du scrutin qu'on a boycotté. Ça pose des problèmes sérieux. La crédibilité, la consistance de ces options stratégiques. Je prends seulement le cas du boycott, je peux citer d'autres éléments. On peut mettre sur la table l'ambiguïté qu'il y a entre l'option légaliste et les tentations insurrectionnelles qu'on masque derrière le mot résistance. Ce sont des ambiguïtés en termes d'options stratégiques qui aujourd'hui, à la veille de l'élection présidentielle, sont devenues un problème sérieux quant à la crédibilité de l'homme politique qu'il est et la consistance de ses options stratégiques. Enfin, il y a la nature du parti. Avons-nous affaire à une organisation crypto-terroriste ou on a affaire à un parti politique? Vous n'avez qu'à voir l'hyper-violence dans les réseaux sociaux que des affiliés de ce parti infligent à ceux qui ne pensent pas comme eux. J'arrête. Et maintenant, regardons le meeting en lui-même. Vous avez remarqué qu'il n'y a eu aucun incident, non? Il n'y a eu aucun incident. Ça veut dire que la France peut sécuriser un meeting de cette nature sans qu'il n'y ait pas d'incident. Où est l'État français quand on massacre des artistes dont le seul crime est d'avoir presté, aller vendre leurs services au régime Biya? Pourquoi on ne les sécurise pas? Si on peut sécuriser 1000 personnes, puisqu'on a dit qu'il y avait 1 million de personnes. Si vous pouvez sécuriser 1 million de personnes dans le cadre d'un meeting politique, pourquoi on ne peut pas assurer la sécurité des artistes qui viennent prester et qui sont pourchassés, massacrés physiquement, leur réputation est attaquée, détruite? Vous ne les sécurisez pas, et ça de manière répétitive. Plus grave, vous ne sécurisez pas les ministres camerounais quand ils sont sur votre sol, les ministres camerounais, ne parlons pas du chef de l'État d'un pays, où vous faites semblant de sécuriser, les gens arrivent même dans l'hôtel où le président se trouve, etc. Je voudrais vous demander si, quand un président français vient ici, vous pouvez vous approcher de lui, parce que l'État camerounais qui respecte ses engagements internationaux s'assure que les Camerounais qui ne veulent pas voir le président français sur leur sol, à juste titre d'ailleurs, n'approchent pas. Maintenant, je finis mon argument en convoquant le fait que, dans le fond, ce n'est pas le fait d'aller faire un meeting à diaspora qui est un problème, on s'en fout. Les hommes politiques camerounais doivent aller visiter les Camerounais de l'étranger, c'est normal. Le problème, c'est que le parti et le dirigeant qui le fait, c'est un agent de l'étranger. Monsieur Kamto est un agent de l'étranger. Et cette dynamique vise à banaliser la parole. Non, je veux que les bases soient claires. Je suis quelqu'un d'extrêmement poli. Je ne peux pas croire, parce que c'est la première fois que je viens à votre émission, que vous allez permettre au président d'un parti politique. Ça aurait été un communicant ordinaire, ça aurait été Mot, l'honorable Mot, j'aurais accepté. Mais venant du président d'un parti politique, qui accuse le président d'un autre parti politique d'être un agent à la solde d'une puissance étrangère, et que vous le laissez continuer à parler. Ça fait au moins 10 à 15 minutes qu'il est sur cette lancée d'invectives et d'insanité. Et je ne sais pas, je ne connais pas la philosophie de cette émission. Est-ce que vous entendez me laisser lui répondre après? Ou bien est-ce qu'à un viendra le moment où vous allez lui dire d'arrêter ça? Vous allez avoir votre temps de parole. Nous convenons que entre adultes, dire de quelqu'un qu'il est à la solde d'une puissance étrangère, c'est extrêmement grave. J'aurais pu laisser passer si ça venait d'un militant
quelconque parti politique. Mais venant du président d'un parti politique, je vous assure que s'il le dit encore une fois et que vous ne le ramenez pas à la raison, je vais prendre mes responsabilités. Ok, d'accord. Aux uns et aux autres, on va rester poli. Non. S'il vous plaît, rester poli, c'est pas, je ne m'adresse pas spécialement à vous, je m'adresse à tous les panélistes. On reste courtois dans les échanges et c'est les idées qui doivent prévaloir. On va éviter au maximum les invectives sur le plateau. Je crois que comme ça, ce sera une émission très cool, une émission très également écoutée pour le plaisir de nos téléspectateurs qui sont très nombreux à nous regarder, qui attendent beaucoup plus que jaillissent les idées et non les invectives. Je crois que dit de cette façon, on va donner la parole pour les 30 dernières secondes au président Bada.